Mesdames, Messieurs, je tiens d'abord à vous remercier d'être venus, à remercier la Fondation Baudemer, Monsieur Bernard Lescaz. C'est pour moi un grand plaisir et un grand honneur aussi de vous faire un résumé bref de ce qui a été et de ce qui est encore mon activité. Moi, éditeur, sachez que je ne vais pas reproduire le discours du Bourget de François Hollande et que je serai beaucoup plus court que lui pour vous laisser la possibilité de me poser des questions qui, je pense, sont la manière la plus facile et la plus directe de connaître ce qu'on a envie de connaître. Je voudrais d'abord faire une toute petite introduction sur le problème de l'édition en général et de l'édition en Suisse romande. L'édition est un métier à risque, c'est un métier extraordinairement aléatoire pour lequel aucune recette, comme dans les casinos, à part les spécialistes qui ont des martingales, ne connaît la manière de réussir absolument. On réussit par à-coup, quelquefois par chance, quelquefois, surtout quand je parle de livres importants, de livres de littérature, et le bien intelligent est celui qui arrivera à déterminer comment y parvenir. Or, toutes les fréquentations que j'ai eues avec de grands éditeurs ou des directeurs de maisons d'édition tendent toujours à dire la même chose. Pour obtenir un succès dans le domaine de l'édition, et par succès, en Suisse romande, je vais vous parler de 4 à 5 000 exemplaires. En France, ce monte à 100 000 exemplaires. Pour parvenir à un succès, il faut éditer 100 livres annuellement. 90-90% de ces livres ne se vendent que mal et ne couvrent pas leurs frais. 5 ou 6% couvrent leurs frais. Et les 3 ou 4% qui restent permettent à la maison de vivre. Ce qui vous montre à quel point ce métier est un métier difficile et problématique. Il l'est dans tous les grands pays du monde, il l'est d'autant plus en Suisse romande que le territoire et le bassin de lecteurs est petit. C'est environ quelques centaines de milliers de lecteurs potentiels, mais ça n'a aucune comparaison avec le marché francophone qui est évidemment en France beaucoup plus étendu. En plus, en Suisse romande, se pose un problème que la plupart des gens ignorent, c'est que le fédéralisme arrive à la conclusion qu'un éditeur genevois n'a pas à se mêler du canton de Neuchâtel. Quand on a essayé de faire des livres qui traitaient du canton de Neuchâtel, les Neuchâtelois venaient nous dire « Mais attendez, qu'est-ce que vous venez faire ici? C'est notre terrain privilégié, laissez-nous et occupez-vous de Genève. » Si donc vous réduisez le lectorat de la Suisse romande à Genève, évidemment, les chances d'une réussite sont excessivement minimes. D'où les 3 étapes que je vais vous décrire très brièvement de mon arrivée dans le domaine de la littérature et de l'édition. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'édition? C'est au fond le truchement, c'est le point d'union entre l'écrivain et le lecteur. Ce n'est que ça. C'est en plus, si possible, un commerçant, ce qui fait que souvent, le nom d'éditeur est auréolé d'une gloire extraordinaire, alors qu'en fait, c'est un marchand en livres. Alors c'est très péjoratif ce que je vous dis, mais ça n'est pas faux. Je suis issu de 2 familles différentes. Mon père, qui est venu à l'âge de 54 ans de Rostov sur le Don, où son père avait fait des études pour devenir rabbin et vu son manque de foi, s'était dirigé dans le commerce. Et ils ont donc quitté la Russie en 1905 à cause des pogroms qui s'abattaient sur les Juifs qui habitaient la Russie et qui rendaient la vie absolument impossible. Mon grand-père est parti, dit-on, m'a-t-on dit, avec une fortune d'1 million de roubles en or. Je ne sais pas à quoi ça correspond aujourd'hui, mais apparemment c'était une somme énorme. Il s'est arrêté à Berlin et par chance, il a envoyé sa famille à Genève pour, notamment pour mon père, faire des études de médecine. Lui-même est resté à Berlin un certain temps, puis il est venu à Genève, et c'est une grande chance, car aujourd'hui, vous ne m'auriez en aucun cas en face de vous si mes grands-parents étaient restés à Berlin.
Mon père a commencé des études de médecine, la guerre de 14-18 est arrivée, et mon grand-père, qui avait un portefeuille de papier russe, s'est trouvé à la sortie de la guerre non seulement totalement ruiné, mais ayant emprunté sur son portefeuille 50 000 francs à la banque, que la banque lui demandait de rembourser. D'où j'ai encore en mémoire et dans mes oreilles mon grand-père qui me disait « N'aille jamais affaire aux banques, ce sont les pires salauds qu'on puisse imaginer. » J'ai dû, hélas, mais pour le moment sans avoir des inconvénients, j'ai dû hélas aussi faire appel aux banques. Donc mon grand-père se trouve avec mon père en 1918 complètement ruiné, une famille dont mon père, ma mère et de 3 enfants, mon père avait 2 frères, et il fallait à cette époque-là 5 francs suisses par jour pour vivre. Et ces 5 francs, il fallait les trouver. Et mon grand-père a eu l'idée, ou a eu probablement la nécessité, de vendre sa propre bibliothèque. C'est un spécialiste en langues orientales, et il a donc vendu sa bibliothèque en s'établissant à la rue des Chaudronniers, où nous sommes toujours 96 ans après la fondation de la librairie, et en face, en réalité, là où se trouvait un chaudronnier, et puis à un moment donné, ils ont simplement déménagé, et ils se sont trouvés à l'endroit que vous connaissez actuellement, donc qui était à côté de l'ancienne prison de Saint-Antoine. C'est le départ, au fond, de l'aventure Slatkin livre, parce que ni mon grand-père, ni mon père n'avaient la moindre idée de travailler un jour dans ce domaine-là. Ma mère, de son côté, vient d'une famille protestante genevoise connue, Suez, donc c'était la sœur de Squibs, pour ceux qui voient encore qui était Squibs, le grand reporter à la radio suisse romande, et notamment qui a lancé le hockey sur glace, le vélo. Ces reportages sont restés dans les mémoires de ceux qui sont assez anciens pour l'avoir connu. Et le résultat a été la naissance de celui qui se trouve en face de vous et de ma sœur. J'ai fait des études au Collège de Genève, la maturité classique, puis mon père a décidé de m'envoyer à la Sorbonne, et pendant 3 ans, j'ai étudié à Paris. Je suis rentré, c'était en 1953, et sans savoir absolument ce que j'allais faire, parce qu'il est clair qu'une licence en Sorbonne pour un étranger, pour un non-français, n'aboutissait, ne donnait absolument à rien. Je me suis essayé un tout petit peu au professorat, ça a été une catastrophe, je n'ai pas du tout le caractère d'un homme directif, j'ai été extrêmement chahuté, j'ai décidé de sortir de cette voie-là, et la seule voie qui s'offrait, mon père m'a dit, bah, écoute, viens donc m'aider. Et le départ, ça a été l'approche de cette librairie, qui était une librairie, ce qu'on appelle une librairie d'occasion, de documentation et d'occasion, qui vendait des livres très banalement, en faisant des catalogues qu'on envoyait dans le monde entier, et qui permettaient malgré tout de vivre relativement décemment. Et puis j'ai rencontré Eugénie Hydro, qui était donc la grande éditrice d'érudition à Genève, qui avait quitté Paris pour revenir à Genève, et Eugénie Hydro m'a dit, bah, écoutez, venez passer 1 ou 2 ans chez moi, je vous apprendrai ce que c'est que la connaissance de la philologie romane, ça fait partie de mes études, et je vous montrerai comment je travaille. J'ai donc travaillé 3 ans chez elle, et elle, à ce moment, qui devait déjà avoir en tout cas 60 ou 65 ans, se partageait par une double activité, d'une part l'antiquariat, pour laquelle je l'ai aidé, et d'autre part l'édition, d'érudition, l'édition donc de livres savants, comme M. Lescas vous l'a dit tout à l'heure. Et au bout de 3 ans, elle m'a dit, écoutez, je ne peux plus faire les 2 métiers, si vous le souhaitez, rachetez-moi la partie antiquariat, et moi je continuerai l'édition, et vous prendrez votre essor. Et j'ai effectivement, à partir de ce moment-là, je suis devenu pratiquement le plus grand spécialiste de livres d'occasion dans le domaine de la philologie romane, activité qui a duré de 1955 à peu près à 1990 ou 95. À partir de cette date-là, le livre d'occasion a dramatiquement baissé pour plusieurs raisons. D'une part, les bibliothèques universitaires n'avaient plus les budgets qu'elles ont eus après la guerre,
Les grandes bibliothèques s'étaient reconstruites. En Allemagne, ils ont reconstruit les bibliothèques, ils achetaient énormément. Aux États-Unis, les bibliographes complétaient systématiquement leurs fonds. Et à partir de 1990-95, effectivement, cette activité a énormément baissé. Donc, mon premier métier, c'est véritablement le livre d'occasion et le livre ancien en général. Puis, au cours de cette activité, j'ai rencontré les deux plus grands réimprimeurs américains, qui étaient d'une part Krauss et d'autre part Johnson, qui venaient régulièrement en Suisse pour acheter des collections de périodiques. À ce moment-là, les États-Unis étaient friands de toutes les grandes collections, la bibliothèque de l'école des Chartes, les Helvetica Chimica Acta, les archives de paléontologie, et les Américains ratissaient systématiquement l'Europe. Et ce sont dans les années à peu près 65-66 que l'invention de l'offset. Donc l'offset pour l'imprimerie se différencie de l'imprimerie normale, qui est donc la typographie, où Gutenberg commence par du bois, des lettres en bois, puis au fur et à mesure que le temps passe, ça se transforme en plomb. Et lorsque j'ai commencé mon métier, nous faisions nos catalogues aux Presses de Savoie, à Ambilly, et nous avions encore des linotypes et des lithnographes qui, eux, faisaient les livres de cette manière-là. L'offset, au fond, est une manière de composer photographiquement, donc c'est de la photocomposition et non plus du plomb, ce qui avait un immense avantage parce que le plomb était lourd, on ne pouvait pas le conserver. Quand on avait édité un livre, on refondait tout le plomb, parce que sinon on aurait eu des dépôts, enfin les imprimeurs auraient eu des dépôts extraordinaires. Donc l'offset a été une véritable révolution, et surtout une révolution au niveau de ce que les Américains ont appelé le reprint. Qu'est-ce que c'est que le reprint? C'est la reproduction photographique d'un livre dont l'original était épuisé. Alors je vous donne l'exemple le plus frappant, c'est le grand dictionnaire, le grand Larousse du 19e siècle. Ce grand Larousse comporte 19 volumes, 17 énormes volumes de plus de 1000 pages de format un quarto, plus 2 volumes de suppléments. Ce Larousse a été édité par Pierre Larousse entre 1890 et 1900. Il a été abondamment répandu, mais il avait fini par s'épuiser, et les collections du Larousse montaient au niveau des prix, car la Nationale à Paris consomme à peu près 2 à 3 exemplaires du Larousse toutes les années, vu l'utilisation par les lecteurs. Et de réimprimer au sens strict du terme, c'est-à-dire de recomposer le Larousse, c'était impensable. D'autant plus que les ventes de ces réimpressions ne sont que petites. Par petites, je veux parler de quelques centaines, voire 1 millier d'exemplaires. Or, l'entreprise aurait été ruineuse. À partir du moment où on pouvait photographier les pages et reproduire ces pages, le système s'est complètement ouvert, et au fond, les volumes épuisés ont pu être réédités à petit nombre. Et devant la réussite extraordinaire des Américains, qui ont fait de véritables fortunes pour 2 raisons. D'abord, les tirages étaient petits, donc il n'y avait pas les invendus dont Bernard Lescas vous parlait, qui restent pendant des siècles dans les fonds d'éditeurs. Et d'autre part, les prix de vente étaient élevés. Et comme les bibliothèques avaient besoin de ces instruments, il y avait une clientèle extrêmement disponible. Et je me suis demandé, en discutant avec ces gens qui m'impressionnaient beaucoup, j'entendais le représentant parler aux États-Unis en disant combien de collections de ceci avez-vous vendu aujourd'hui, etc. Je me suis dit, mais pourquoi dans le domaine des livres français que je connaissais bien, puisque j'éditais des catalogues d'occasion depuis 20 ou 30 ans. Donc je savais très bien que tel livre était demandé et redemandé. Il y a certains de nos catalogues où nous recevions 20, 30 commandes par télégramme pour un livre dont on n'avait qu'un exemplaire. Je me suis demandé pourquoi ne pas imiter ces Américains, et je me suis lancé avec la première collection qui était à cette époque-là la Pléiade française. La Pléiade française était une collection des poètes du XVIe siècle qui ont fait partie de ce terme, et j'ai eu 200 ou 300 commandes immédiates, ce qui m'a permis petit à petit de monter en puissance, et vu les connaissances que j'avais acquises par mon activité de libraire ancien,
j'ai pu réimprimer l'équivalent aujourd'hui d'environ 8000 volumes. Ce qui fait que je ne fais aucune comparaison entre les deux maisons, mais j'estime qu'en petit, nous sommes le Gallimard de la réimpression, c'est-à-dire qu'une bibliothèque qui aujourd'hui voudrait se monter en partant de zéro, et dans le domaine du français, devrait naturellement faire appel à Gallimard pour tout le XXe siècle, ça va de soi, et pour la Pléiade, parce que la Pléiade est effectivement une source absolument merveilleuse de l'ensemble des littératures et de la littérature française. Par contre, pour tous les grands écrivains qui n'ont pas paru dans la Pléiade, ou pour tous les ouvrages de documentation et de travail, je vous cite un exemple, Godefroy, le lexique de l'ancien français, qui est un dictionnaire fondamental, vous ne pouvez pas faire une étude sur le Moyen-Âge littéraire français sans avoir un Godefroy. Pour ces ouvrages-là, je pense que le nom de Statkin peut être associé à Gallimard, car effectivement nous avons monopolisé pratiquement, d'ailleurs au prix d'un titre dans le Monde, les pilleurs de la langue française, ce qui m'avait beaucoup impressionné, parce que ce n'est pas moi qui pillais la langue française, ce sont les éditeurs français pour lesquels le reprint était une qualité, une quantité négligeable. Donc ça a été la deuxième étape de mon parcours, et en fonction d'une connaissance que j'avais faite d'une jeune éditrice en France, qui, elle, réimprimait des ouvrages locaux, de patrimoine local, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de passer de l'ouvrage d'érudition à l'ouvrage local. Et nous avons donc réimprimé, c'était à peu près vers les années 80, nous avons réimprimé les grands classiques, d'une part du régionalisme, comme Le Spon, l'histoire de Genève, La cuisinière genevoise, qui a été la petite cuisinière genevoise qui a été publiée en 1819 pour la première fois, qui est un objet amusant. Il est évident que vous ne pouvez pas la prendre pour faire des recettes aujourd'hui, mais c'est un ouvrage. Et on a eu effectivement un grand succès. Et de là, vu l'amour que je porte au niveau géographique à la Suisse, que je trouve un pays absolument merveilleux, je suis tombé sur les grands recueils de gravures suisses. Vous savez qu'entre 1780 et 1850, il y a un âge d'or qui s'appelle l'âge d'or de la gravure suisse, avec une pléiade d'artistes qui ont dessiné sur place tous les grands endroits de la Suisse, bien sûr les montagnes, les cascades, les glaciers, mais aussi les villes, et on en fait soit des planches séparées qui étaient vendues comme des cartes postales, soit des recueils d'albums qui ont fait une propagande touristique pour la Suisse tout à fait extraordinaire. Ces livres avaient disparu, car petit à petit, le prix de ces planches est monté, et les premières planches, par exemple, vous avez peut-être vu un des grands artistes genevois, c'est Geisler. Geisler a croqué tous les quartiers de Genève, la place du Bourg-de-Four, Longemal, etc. Ces planches qui, au moment où j'ai commencé la librairie, se vendaient 300 ou 400 francs, dans les années 80, se vendaient entre 5 et 10 000 francs. Si bien qu'un exemplaire, par exemple, les souvenirs de la Suisse de Laurie, qui comporte 40 planches, j'en ai vu une fois dans ma vie chez le grand marchand de gravure à Zurich-la-Aubais, c'était un ouvrage qui valait 500 000 francs. Qui pouvait s'acheter un souvenir de la Suisse? C'était pratiquement impossible, d'où mon idée qui a eu pas mal de succès de rééditer les grands albums de gravure suisse, que nous rééditions à 200 exemplaires, mais que nous vendions étonnamment bien, vente qui aujourd'hui est complètement arrêtée. On a l'impression que la gravure suisse est tombée dans un abîme. Je pense qu'elle ressortira un jour parce que c'est une illustration de la Suisse tout à fait exceptionnelle, mais cette mode de la gravure suisse a passé. Et pour arriver à la troisième étape, et plus précisément à l'édition, en 1980, j'ai eu la visite d'un tout jeune photographe, devenu assez connu aujourd'hui, qui s'appelle Nicolas Crispini, qui est venu et qui m'a dit, écoutez, j'ai une idée, ce serait de photographier un lieu actuel dont on a une photo en 1850 sur des repérages très précis, et donc de superposer ces deux images pour montrer le changement entre 1850 et 1980. Et je trouvais cette idée très intéressante. Il m'a dit, mais il faudrait trouver quelqu'un qui écrive le texte.
J'avais comme ami Jean-Claude Mayer, bien connu de beaucoup d'entre vous, qui était le journaliste de la tribune du local, qui s'est enthousiasmé pour l'idée, et on a sorti en 80 le premier volume de cette collection, Genève, passé, présent, sous le même angle. Cette collection a rencontré un très grand succès, et je m'amuse aujourd'hui encore de mes premières réflexions. Quand j'ai vu Mayer, j'ai dit, mais écoutez, c'est de l'édition, c'est la première fois que je fais de l'édition, donc de la création. À combien d'exemplaires pensez-vous qu'il faut tirer le livre? 1000? Et Mayer me regarde et me dit, mais attendez, 1000, est-ce que vous savez que Payot, qui a fait il y a 2 ans un livre à peu près similaire, avec d'anciennes cartes postales représentant Genève, en a vendu 14 000? Pour moi, ces chiffres étaient des chiffres absolument extravagants, et je lui ai dit, bon, écoutez, essayons et commençons par 5000 exemplaires. Et on a tiré 5000 exemplaires, et au-dedans de moi-même, je me disais, je suis complètement hors de la question, je vais me ramasser terriblement. Figurez-vous qu'à cette époque-là, évidemment, la librairie n'avait aucun rapport avec la librairie d'aujourd'hui. Je m'en expliquerai rapidement après. Nous avons vendu les 5000 exemplaires en 3 mois. Il est sorti en septembre, en novembre, il était épuisé, et depuis lors, on a continué de les vendre régulièrement. La librairie était différente par le fait que d'abord, il y avait une librairie indépendante qui était relativement importante, et les magasins qui vendaient des livres, comme la COP par exemple, avaient la possibilité, le droit, d'avoir un contact direct avec l'éditeur. Donc quand la COP de Vesna n'avait plus d'exemplaires, il nous téléphonait et je mettais les livres dans ma voiture, je descendais, je les apportais à la COP. Chose impensable aujourd'hui, toutes les structures sont différentes. D'abord, la librairie indépendante a beaucoup diminué, mon fils vous en parlera certainement, et d'autre part, la relation directe n'est plus possible. La COP, par exemple, il faut passer par Bâle, la centrale d'achat de Bâle. Donc, quand la COP de Vesna n'a plus d'exemplaires, qu'il le commande à Bâle, qu'il le commande chez nous, on envoie les livres à Bâle et ils retournent à Vesna, les acheteurs sont partis. Donc, ça a été ma première expérience d'éditeur, et là-dessus, j'ai petit à petit éditer des livres d'intérêt local, surtout d'intérêt local, mais qui étaient véritablement de l'édition. Et maintenant, il faut que je revienne un tout petit peu en arrière, dans les années 70. À ce moment-là, le contrôle d'échange existe, la France est très refermée sur elle-même, les possibilités d'exportation de Suisse en France sont difficiles, et il s'est présenté pour moi l'opportunité de racheter une vieille maison d'érudition centenaire, des éditions Champion. Les éditions Champion étaient sur le quai Malaquais depuis à peu près 100 ans, ou à peu près 80 ans. C'est le lieu où Anatole France se rendait régulièrement pour y parler. Et ces éditions qui étaient au fond tombées un petit peu en somnolence, qui avaient eu un passé prestigieux. Je rappelle que le fils d'Honoré Champion a été un des plus grands érudits, qui a écrit tous les grands livres sur le XVe siècle. Il a d'ailleurs fondé la bibliothèque du XVe siècle, où vous trouvez les grands ouvrages sur Villon, sur les grands poètes de l'époque. Cet achat, je l'ai fait non pas du tout pour avoir une maison d'édition, mais pour avoir une vitrine en France, c'est-à-dire que les difficultés d'exportation pour nous, d'importation pour la France, nous les résolvions en bloc, c'est-à-dire que nous envoyions à Paris régulièrement 10 exemplaires de toutes nos réimpressions, et la France a pu acheter directement de France en France. Mais bien entendu, comme tous ceux d'entre vous qui touchent au livre, vous savez que le livre est très contagieux, et par conséquent, à partir du moment où on achète une maison d'édition, on est tenté de faire de l'édition. C'est ce que j'ai commencé à faire, et surtout ce pour lequel j'ai été encouragé par un certain groupe de professeurs parisiens, notamment de la Sorbonne, de gens qui m'ont dit pourquoi ne pas réanimer les éditions Champion, qui ont été un des fleurons de la réédition française entre 1890 et 1935. Et c'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous continuons à faire. Alors ce sont des tirages petits, 200 à 300 exemplaires, ce sont des ventes, comme M. Lescade vous le disait, petites, pour 2 raisons. Malheureusement, la première, c'est que nos ouvrages, vu leur petit tirage et leur qualité, sont chers. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, le nombre d'intéressés à l'érudition
est en train malheureusement de disparaître petit à petit. Toujours est-il que depuis 1985-88, nous éditons régulièrement chez Champion la fleur de l'érudition française. C'est environ 150 volumes par an, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes à la tête dans la maison d'érudition d'environ 1500 à 2000 volumes qui représentent vraiment le haut de la fine fleur de ce que l'érudition française a publié. Et nous avons, en marchant dans cette direction, évidemment, nui un peu à un autre grand éditeur genevois, ce sont les éditions Drault, qui avaient pendant longtemps un monopole quasi absolu, parce que les éditeurs français ne s'intéressent pas à ce type d'édition, qui est un type d'édition, je dirais, tellement élitiste que ça ne vaut pas la peine d'y toucher. Voilà donc en gros le parcours. Alors quand on me demande si je suis éditeur, je réponds non. Je suis réimprimeur et libraire d'occasion. J'ai touché à l'édition, mais en fait, ce sont mes fils qui actuellement, s'ils le souhaitent et si les conditions s'y prêtent, peuvent véritablement se prétendre éditeurs. Je voudrais terminer sur une note un tout petit peu nostalgique. J'ai l'impression d'avoir vécu un âge d'or de l'édition telle que je viens de vous la décrire. C'est-à-dire avoir en face de soi un public intéressé, un public accueillant, un public souhaitant le type de livre que j'ai fait pendant ma vie, souhaitant aussi continuer d'acheter des livres d'occasion, des livres anciens de bibliothèques de professeurs. Aujourd'hui, avec l'arrivée d'Internet, qui fait que si vous avez besoin d'un livre bien précis, vous ne faites plus ce qu'on était obligé de faire, d'aller demander à 25 libraires d'occasion s'ils l'ont. Vous allez sur Internet, vous le trouvez à New Delhi et vous le commandez. Le deuxième, alors évidemment, la librairie locale tombe. Le deuxième élément, c'est que les prix de ces volumes que vous trouvez sur Internet défient toute idée. Vous avez le même livre entre 1 et 10 et vous ne savez pas pourquoi. Donc je me mets toujours dans la position de l'acheteur, mais comment se détermine-t-il à acheter un livre? D'abord, sans le voir vraiment, par Internet, et deuxièmement, quel livre va-t-il choisir le moins cher en disant certainement il a un défaut, ou le plus cher en disant c'est un fou. Donc Internet a tué, véritablement tué la librairie. D'autre part, on s'aperçoit que la langue française dans le monde est très nettement en déclin, c'est-à-dire que l'anglais et l'espagnol gagnent à tel point les marchés que le français, qui était véritablement une langue fondamentale, d'ailleurs qui le reste au niveau littéraire, mais le français décroît de plus en plus. D'où évidemment la difficulté aujourd'hui de maintenir une clientèle qui permette malgré tout à l'éditeur de vivre. Et je trouve que l'évolution que je viens de vous brosser en quelques minutes et qui m'a conduit d'un énorme enthousiasme à une sorte de déception. Aujourd'hui, je vous donne un exemple, on propose une très belle bibliothèque dans le canton de Neuchâtel, consacrée à l'histoire française du XVIe siècle, dans lequel il y a une collection de la plus grande revue du XVIe, Bibliothèque d'humanisme et Renaissance, dans lequel il y a un exemplaire des actes de François Ier, des négociations de Henri II. Et j'ai envie de dire à cette personne, écoutez, j'ai très envie d'acheter votre bibliothèque, mais c'est pour la mettre dans un rayon et ne pas savoir qu'en faire. D'où le problème qu'ont aujourd'hui les propriétaires de bibliothèques, c'est-à-dire que la vente en devient extrêmement difficile parce qu'il faut investir de l'argent et ne pas savoir quand cet argent va se retrouver derrière soi. D'où évidemment une vision de ma part sur ce domaine éditorial qui d'ailleurs est confirmé par tout ce que je vois, y compris dans les grandes maisons françaises. Et je vous cite pour terminer les éditions du Seuil, qui pour moi sont un des grands éditeurs de l'après-guerre. Le Seuil est né pendant la guerre, c'est ce qu'on appelle les cathos de gauche. C'est une maison qui a publié Teilhard de Chardin, qui a publié tous les grands noms, au fond, des grands essayistes, des grands philosophes. Et le Seuil a été obligé de se
rapproché de ce qui était plus vendable que Teilhard de Chardin, qui ne se vend pratiquement plus. Et l'autre exemple, c'est Actes Sud. Actes Sud qui a été la plus grande réussite, qui est d'ailleurs la plus grande réussite d'une maison née il y a relativement peu de temps, s'est mise un jour, vu la difficulté de la littérature éditée, à éditer des romans policiers. Et comme par hasard, il tombe sur Millennium. Et Millennium, c'est un succès extraordinaire, c'est 1 million d'exemplaires vendus, et pour un éditeur, quand il a un livre qui se vend à 1 million d'exemplaires, je vous assure qu'il peut travailler pendant 10 ans après à perte sans que ça joue un grand rôle. Mais voilà le problème, et dernière illustration, on parle énormément de la réussite de Joël Dicker. Oui, son livre est très bien, il n'y a aucun doute, mais ce n'est pas l'édition romande qui a fait le succès de Joël Dicker, c'est l'éditeur de Fallois, qui coédite avec l'Âge d'Homme. Ils en ont vendu, je crois, 400 ou 500 000 exemplaires. Oui, 800 000. Et d'où est-ce venu? C'est venu du fait d'abord que de Fallois a un très très des bons attachés de presse, qu'il a eu la chance extraordinaire que ce roman, qui est un très bon roman, je ne le dénigre en rien, mais je connais 50 romans policiers qui valent, et de loin celui de Joël Dicker, qui n'ont jamais eu ce succès-là. Et c'est au fond le prix de l'Académie française qui a lancé, et qu'à partir du moment où un ouvrage est lancé, les tam-tams médiatiques font en sorte que vous pouvez avoir un énorme succès. Mais nous connaissions Joël Dicker qui nous avait proposé son premier livre. Nous n'avons pas édité, c'est l'Âge d'Homme qui l'a édité, et souvent mon fils regrette que nous n'ayons pas édité Joël Dicker, je le regrette aussi bien entendu, mais s'il était resté dans la sphère Slatkin, comme s'il était resté dans la sphère Âge d'Homme, Joël Dicker n'existerait pas aujourd'hui. Donc ça montre que l'édition suisse romande est dans une position très difficile et très faible, et d'ailleurs, je ne vois pas au cours du 19e et du 20e siècle, quels sont les grands éditeurs suisses romans. Il y en a eu quelques-uns au 18e siècle, Fauche-Morel, des gens comme ça, mais au 19e, il y a Cherbulier, il y a quelques éditeurs, et au 20e, pour moi, il n'y a que 2 grands éditeurs, et on les comprend très bien, Skira. Skira découvre la vignette en couleur collée, et par conséquent fait un succès mondial. Et le deuxième grand éditeur, c'est le fondateur de la Guilde du Livre, c'est Albert Mermoux, qui a l'idée, la première idée de la Guilde du Livre, c'est-à-dire une association, un compagnonnage de lecteurs, et fait du livre de belle qualité à des prix bas. Pourquoi Skira a disparu? Parce que comme toutes les grandes maisons, un jour ou l'autre, elles disparaissent. Et pourquoi Mermoux a disparu? Parce que le jour où les frais de port ont explosé, la vente du livre au niveau envoyé par poste n'a plus pu avoir lieu, et par conséquent la Guilde du Livre s'est arrêtée. Je rappelle qu'il y a 20 ou 25 ans, un imprimé recommandé de 5 kilos coûtait à l'expédition dans le monde entier, que ce soit à Genève ou à Honolulu ou aux Bahamas, 5 francs, et qu'à l'heure actuelle, c'est de l'ordre de 25 à 30 francs. Voilà. Voilà, en gros, si vous voulez, le parcours que j'ai effectué. Il a été enthousiasmant, mais j'estime être au fond le dernier représentant de ce que j'appelle l'ancien monde, en tout cas dans le domaine de la librairie. Le nouveau monde, Yvon va vous en parler. Voilà, merci. Bon, écoutez, je vais être très bref sur le nouveau monde, parce qu'à m'entendre mon père, il y a de quoi un peu déprimer pour les générations comme la mienne. Génération qui est née dans le livre. Alors oui, on est confronté aujourd'hui à un marché qui est difficile. J'ai, avec mon frère, poursuivi les activités de mon père, mais pas avec la même formation. Moi, je n'ai pas fait la Sorbonne, moi je suis économètre de formation, je suis économiste. J'ai d'abord eu une première expérience professionnelle dans une multinationale, donc c'est pour vous dire. Mais je pense qu'en étant né dans le livre, on a l'amour du livre. Et aujourd'hui, moi, ce qui me guide, c'est la passion du livre, parce que s'il n'y avait pas cette passion, il est clair que je ferais d'autres choses. J'ai développé, je poursuis l'activité que mon père a lancée. Alors, l'e-reprint, tout a été réimprimé, mais il y a une révolution, la révolution qui a permis à mon père de lancer les réimpressions. Aujourd'hui, on est en train de vivre la révolution du numérique.
Et il faut voir cette révolution comme une opportunité, même si elle peut faire peur. Mais cette révolution, elle est complète. Elle est d'abord au niveau de l'impression. On est passé d'impression offset en impression numérique, ce qui permet aujourd'hui de pouvoir faire des réimpressions à, j'ai presque envie de dire, à la carte, ce qui n'était pas possible au début des années 60 et même jusqu'à la fin des années, la fin du XXe siècle. Aujourd'hui, on a la possibilité, quand un de nos titres est épuisé, de se dire on va le refaire, mais à 20 exemplaires. Et on répond à une demande de niche qui est vraiment une demande en ligne. Et l'idée, c'est presque un jour d'arriver, on n'a plus de stock, on reçoit une commande et on imprime le livre pour le servir. Donc ça, c'est une révolution au niveau des techniques d'impression qui doivent donner de l'espoir pour des marchés de niche comme le nôtre, parce que nous sommes dans un marché de niche. La révolution numérique, elle se fait aussi au niveau de ce dont tout le monde parle, c'est le e-book, le livre numérique. Alors là, c'est un grand sujet, on peut en parler longuement parce que il n'y a pas encore de marché. Alors il y a un marché aux États-Unis sur le e-book, sur le livre de poche, qui est contrôlé par une société, c'est Amazon, et j'y reviendrai. Mais le livre, le e-book, dans le système francophone, il a de la peine à prendre parce que les Français sont très craintifs par rapport à la protection des droits d'auteur, à la protection des fichiers. Et puis, ils essayent de reproduire un mode de vente des e-books calqué sur le mode de vente du livre papier, c'est-à-dire qu'on a un diffuseur-distributeur, on a un libraire, alors qu'aujourd'hui, pour acheter un livre numérique, eh ben, vous allez sur Internet. J'ai envie de dire, si Slatkin fait sa production numérique, tapez slatkin.com et puis vous pouvez directement acquérir le e-book. Donc le numérique est en train de révolutionner le support, mais il est aussi en train de révolutionner, je dirais, tout le système de diffusion-distribution qui est en train de changer, qui est en train de modifier la donne et qui met en péril les libraires. Parce que bien entendu, les gens qui vont acheter leurs livres en ligne, alors que ce soit du e-book ou que ce soit via un libraire en ligne comme Amazon, eh ben, ils coupent des ventes aux libraires. Et ça, c'est problématique pour le milieu, le monde du livre, parce que nous sommes dans un marché de l'offre. Le livre est un marché de l'offre, c'est-à-dire que plus nous avons de points de vente où nous pouvons montrer notre production, plus nous avons la chance de pouvoir vendre notre ouvrage. Si demain, il n'y a plus de libraire, j'ai envie de dire, il n'y aura plus d'éditeur, et il n'y aura plus d'auteur, parce qu'un auteur vit grâce à son éditeur, qui lui vit grâce au libraire. Mais si demain, vous n'avez plus d'offres visibles quand vous allez faire vos courses, et que vous ne pouvez acheter ces livres que sur des sites en ligne, alors si vous savez le titre que vous voulez acheter, c'est très bien. Et c'est même, moi, quand j'ai fait mes études, je me souviens, c'était le début d'Internet, je trouvais des ouvrages aux États-Unis que je ne pouvais pas trouver ici en Suisse, et ça m'a permis de faire des recherches très approfondies. Mais le libraire a un rôle autre que juste servir le livre pour lequel vous êtes venu dans sa librairie. Le libraire, il a pour rôle de vous orienter sur des nouveautés qu'il pense qu'elles vont pouvoir vous intéresser. Le libraire est là pour mettre en valeur des livres. Et donc si les libraires disparaissent, on a toute la chaîne du livre qui est mise en péril et qui doit se reconstruire. Alors j'ai pas envie d'être pessimiste, elle se reconstruira, mais ce sera alors ce qu'on appelle l'auto-publication. Les gens aujourd'hui peuvent être leurs propres éditeurs. Vous allez sur Internet, vous utilisez un petit logiciel qui va vous transformer votre livre en e-book et puis vous le mettez en vente sur un site Internet. Mais tout ça va vous amener à des ventes marginales. Et d'ailleurs, on voit aux États-Unis, puisque le self-publishing est très à la mode, que dès qu'un livre commence à prendre dans cette forme, eh ben, l'auteur va vers un éditeur et l'éditeur va le publier. L'éditeur a une fonction que beaucoup de gens aujourd'hui ont tendance à oublier, pensant qu'il ne sert à rien. Non, l'éditeur est là pour sélectionner, l'éditeur est là pour mettre en valeur un écrit, et ensuite il a besoin du libraire pour faire en sorte que ce livre soit visible et ait des chances d'être vendu. Donc la révolution numérique aujourd'hui, elle est complète, elle va impacter de manière forte le livre. Comment? J'ai de la peine à vous dire, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de business model. Je vais vous donner un exemple. Les éditions Slatkin, qui ont publié en 2012 les œuvres complètes de Jean-Jacques Rousseau, ont décidé de faire une édition électronique des œuvres de Jean-Jacques Rousseau. Donc nous avons travaillé avec une start-up de l'EPFL, nous avons développé un site internet qui vous permet aujourd'hui d'avoir accès à l'intégrale de Rousseau en ligne.
Mais toute la question, donc c'était un investissement conséquent, c'était passionnant à faire, au niveau technologique c'est très intéressant, mais la question c'est de savoir comment on va valoriser ce travail. Et on vit dans une société où aujourd'hui Internet, on pense que tout est gratuit. On est dans une société du gratuit, et aujourd'hui on a de la peine à savoir comment on peut valoriser ce travail. Est-ce qu'on doit le vendre, l'accès au site, au même prix que les 24 exemplaires papier? Est-ce qu'il faut le vendre plus cher? Est-ce qu'il faut le vendre moins cher? Est-ce qu'il faut le faire sous forme d'un abonnement? Il n'y a pas de modèle et on avance, je dirais, en tâtonnant un peu le marché. Et donc, on verra comment il va se redessiner. Alors, c'est passionnant, mais on est face quand même à beaucoup d'inconnus. Et en Suisse, c'est d'autant plus difficile qu'on a, mon père l'a dit, on est dans un pays fédéral, on est dans un pays avec 4 cultures, avec 4 langues. Et chacune, alors on ne va pas prendre les 4 parce que le roman je le mets un peu de côté, mais en tout cas pour l'italien, le français et l'allemand, nous sommes dans la sphère d'influence du grand pays auquel nous sommes rattachés. La Suisse romande dans la sphère d'influence française, la Suisse allemande dans la sphère d'influence allemande. Et donc, aujourd'hui, j'ai perdu un peu le fil, je m'emporte avec les explications sur le numérique. Mais aujourd'hui, pour en revenir, le modèle de vente n'est pas établi et on est face à un marché toujours plus global avec des grands acteurs qui veulent monopoliser le marché. Aujourd'hui, dans le livre électronique, on a les 3 acteurs. Le principal, c'est Amazon. Le livre électronique, mais aussi pour la vente en ligne. C'est d'ailleurs devenu le premier client des éditions Slatkin au niveau de l'édition. C'est aujourd'hui par Amazon que nous vendons le plus de livres. C'est quand même assez intéressant. Et puis vous en avez 2 autres, c'est Apple et Google. Et chacun de ces acteurs veulent monopoliser le marché, veulent avoir des accords d'exclusivité, ce qui fait que pour des petits éditeurs comme nous, il est très difficile de situer par rapport à ça et de se dire mais comment on va évoluer? Et là, je voulais en venir, j'ai retrouvé le fil, c'est qu'un pays comme la France a une politique du livre. Vous avez le Centre national du livre qui, par exemple, offre une subvention à hauteur de 65% pour tous les éditeurs qui font la demande de passer au numérique, de numériser leurs fonds pour le mettre en forme en ligne. En Suisse, de par notre fédéralisme, on n'a pas une politique globale du livre. En Suisse, vous avez, par ces sphères d'influence, il n'y a pas un département de la culture qui ait une politique forte. Et j'ai, moi, une anecdote, il y a quelques années, on avait publié un livre sur l'histoire de la Suisse romande. Alors je m'étais dit, je vais m'adresser à Pro Helvetia, qui est quand même l'organisme qui chapeaute la culture au niveau helvétique, en leur demandant une petite subvention. Et la réponse qui m'était faite de Pro Helvetia, c'est de dire, non mais attendez, la Suisse romande, ça ne concerne pas la Suisse, adressez-vous au canton. Puis ensuite, vous vous adressez au canton, mais la culture, elle ne dépend pas des cantons, elle dépend des communes. Et puis ensuite, la ville de Genève vous dit, écoutez, l'histoire de la Suisse romande, très bien, mais enfin, adressez-vous aux autres communes d'autres cantons, parce que la Suisse romande, c'est pas Genève. Et vous vous retrouvez face à une non-réponse. Nous sommes, je dirais, seuls face à l'évolution du marché, avec un cadre en plus de ça légal. Je ne vais pas rouvrir le débat et en parler, mais en mars 2012, la population suisse a décidé de refuser une loi cadre pour protéger le prix du livre. Donc il n'y a pas de base légale en Suisse par rapport au livre. On est face à une globalisation, on est face à quatre régions linguistiques qui ne permettent pas d'avoir une politique forte. Et les éditeurs suisses romands sont, j'ai envie de dire, un peu livrés à eux-mêmes. Alors la ville de Genève et l'État de Genève ont une politique forte en matière de livres, mais ça reste une politique ponctuelle, une politique d'aide au projet, mais ce n'est pas une politique qui va pouvoir influencer, je dirais, l'évolution du marché. Et dans ce sens-là, on peut se poser des questions quant à l'avenir de l'édition romande, parce que dans un marché qui est toujours plus global, c'est certainement des grands groupes qui vont de plus en plus s'imposer, et avec la disparition des libraires indépendants, on a le risque, nous, de voir nos points de vente disparaître, et donc de plus avoir les débouchés suffisants pour pouvoir vendre nos ouvrages. Voilà un petit peu l'état du marché. Puis un autre élément qui est arrivé en Suisse, parce que les Suisses sont assez particuliers par rapport au livre, c'est que suite au refus du prix unique du livre, et c'était sous les bons conseils d'un ancien conseiller fédéral, Couchepin, que la Comco a ouvert une enquête sur la vente de livres étrangers en Suisse, considérant que les livres étaient trop chers, ce qui n'était pas tout faux. Mais enfin, les conclusions de la Comco sont arrivées à condamner 12 diffuseurs-distributeurs en Suisse
avec des amendes, avec des prix tellement élevés, que si alors des recours sont faits au tribunal administratif fédéral, mais si la condamnation de la Comco était confirmée, c'est tout le système de diffusion-distribution du livre en Suisse qui disparaîtrait, et chose étrange, la Comco qui veut plus de concurrence créerait une forme de monopole au niveau de la diffusion-distribution du livre dans ce pays, c'est assez étonnant. Mais si tel est le cas, c'est-à-dire que la qualité du service qui est en Suisse aujourd'hui exceptionnelle, c'est-à-dire que vous allez chez un libraire, vous demandez un livre qu'il n'a pas en stock, normalement dans les 24 heures, il est capable de vous l'obtenir. Si demain vous n'avez plus les diffuseurs-distributeurs pour permettre d'avoir cette réactivité par rapport à la demande, il faudra que le libraire commande le livre à Paris, parce que vous savez qu'en France, tout est centralisé sur Paris, et il faudra 3 semaines pour vous livrer le livre. Donc en fait, le lecteur, il n'ira même plus l'acheter chez Payot ou chez le petit libraire du coin, autant aller direct sur Amazon, et puis Amazon servira dans les mêmes délais, voire plus rapidement. Et donc on voit bien qu'on est dans un trend qui est à ce niveau-là assez inquiétant pour l'évolution du livre, et on espère que les décisions de la Comco seront cassées par le tribunal administratif fédéral, parce que ces dernières sont totalement aberrantes. Alors on attaque l'îlot de cherté de la Suisse à travers le livre, quand on sait que le livre en Suisse romande, ça représente un chiffre d'affaires qui doit être de l'ordre, en prix de vente public, de 150 millions. Alors vous voyez ce que c'est par rapport au PIB de la Suisse romande, c'est rien du tout. Et je pense que l'îlot de cherté suisse, si on voulait l'attaquer, après c'est un autre débat de savoir s'il faut l'attaquer, on pourrait peut-être se poser la question de savoir si on paye le juste prix pour nos médicaments, nos abonnements de téléphone portable, ou sur les commissions bancaires qu'on nous prend. Mais là, les lobbies politiques sont suffisamment puissants pour faire en sorte qu'on ne s'y attaque pas. Par contre, le livre étant un parent pauvre, parce qu'il n'y a pas de lobby du livre, on est beaucoup trop petit pour pouvoir l'organiser, il est plus facile de taper sur les faibles que de s'attaquer aux forts et à ceux qui créent peut-être, eux, l'îlot de cherté suisse. Donc cette décision de la Comco, du tribunal administratif fédéral, est très attendue du monde du livre en Suisse romande, parce que, suivant ce qui sera décidé, on aura encore plus d'instabilité sur le marché. Mais pour conclure, si vous me le permettez, moi je ne suis pas là pour être négatif, je suis encore jeune, j'y crois, et je pense qu'il faut s'adapter à ce nouveau monde. Et finalement, ceux qui sauveront peut-être le livre, ce n'est, à mon avis, pas les éditeurs, mais c'est le public, c'est les lecteurs. Si les lecteurs veulent continuer à pouvoir avoir un choix, si les lecteurs veulent continuer à avoir des conseils, il faut qu'ils aillent dans les librairies, c'est à eux de faire vivre les librairies, et en faisant vivre les librairies, ils font vivre les éditeurs, et donc ils permettent à des auteurs de se faire publier. C'est donc l'évolution de notre société qui va définir quel sera l'avenir du livre au XXIe siècle, en Suisse romande, en Suisse et dans le monde. Voilà, je vous remercie. Je crois qu'on va demander s'il n'y a pas de questions. Mais est-ce qu'il n'y a pas de questions? Est-ce que... Mais ça va venir, c'est pour ça que je me lève. C'est pas pour vous poser une couronne de laurier, mais c'est précisément, comme d'habitude, pour ouvrir le temps des questions. Voilà, Kramer. Monsieur Zaki, est-ce que la maison d'édition d'Émile Gros existe toujours? Tout à fait. Elle est toujours sous la raison sociale Gros. Elle a été continuée donc par Alain Dufour, que vous connaissez probablement, et actuellement par Angamard, qui la continue avec pas mal de soutien derrière lui, parce que comme nous tous, il a beaucoup de difficultés. Oui. Une question en général, comme le monde a changé et on est plein d'organisation, mondialisation, pourriez me dire de manière générale, qu'est-ce que les gens aiment lire? On parle des romans de gare, on parle des petits trucs comme ça, on lit comme ça à la vite fait. Quel est l'esprit des gens? Qu'est-ce qu'ils aiment lire, les gens? Moi, par exemple, à l'époque, quand j'étais jeune, je voulais lire Balzac, Rousseau, Briand, enfin, les grands scandales, par exemple. Et maintenant, à l'heure actuelle, qu'est-ce que les gens aiment lire? Du porno, l'érotisme, l'émotion, ils veulent de l'émotion. On va peut-être répondre. Des petits trucs machin chouette. On va peut-être répondre à deux, en ce sens que Oui, ce que vous appelez, vous et moi, la littérature. Oui, la littérature, oui. Je crois que la plupart des gens ne la lisent plus. Voilà, c'est ça. Ça ne les intéresse plus. Non. D'ailleurs, j'ai vu sur moi-même l'évolution. J'ai eu beaucoup de peine, en ayant 30 ou 40 ans, de lire Balzac, alors que j'adorais lire Zola. Ouais. C'était déjà une évolution, Ouais. c'est-à-dire que Balzac est beaucoup plus littéraire, à mon avis,
que Zola. Mais à l'heure actuelle, effectivement, la grande masse de livres vendus sont soit l'érotisme, je ne peux pas vous répondre, je n'en sais rien. Non pas que ça ne m'intéresse pas, mais je n'en sais rien. Par contre, les romans policiers, qui sont devenus pratiquement le numéro 1 des ventes. Deuxièmement, ce qu'on appelle les livres pratiques, comment faire pisser son chien sans gêner le voisin, etc. Mais ou les essais politiques, évidemment, la vie de la maîtresse de François Hollande, alors tout le monde achète le livre. Mais je crois que le livre tel qu'on se concevait à l'époque a beaucoup disparu. Et ce que je peux vous dire, c'est que dans le domaine que je connais, qui est l'érudition, il y a encore 50 ans, quand on avait une bonne thèse, il faut faire une petite parenthèse, est-ce qu'il peut y avoir encore de bonnes thèses? Parce que tous les sujets ont été, les grands sujets ont été traités. À partir du moment où votre thèse est faite sur la place de la virgule dans le 4e chapitre des Essais de Montaigne, vous comprenez bien que vous n'aurez pas beaucoup de lecteurs, donc vous en aurez une centaine dans le monde. Mais dans le domaine du bon livre d'érudition, la diminution des ventes est dramatique. J'ai toujours pensé qu'il y avait au minimum dans le monde 200 universités qui se devaient d'acquérir les bons livres d'érudition française. Ça n'est plus le cas. Donc il y a pour moi un changement de paradigme fondamental. J'aurais ajouté en disant qu'aujourd'hui on a le sentiment d'être plus face à des lecteurs consommateurs qu'à des lecteurs purs. Et aujourd'hui, alors Jean Dicker, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle, parce que lui, il n'a pas fait un roman de 120 pages, mais en règle générale, les gens aujourd'hui consomment du livre, et c'est très lié à l'actualité, au people, enfin, j'ai envie de dire, c'est un peu sans grand intérêt intellectuel, et au contraire, plus vous essayez de faire quelque chose qui amène à la réflexion, plus vous avez de la peine à le vendre, avec une évolution qu'on n'a pas indiquée, mais c'est aussi l'évolution des médias. C'est qu'aujourd'hui, si vous prenez la Tribune de Genève, la page culture c'est une page, et on préfère parler de l'installation des bains en forme de croix suisse dans le pont de la Machine que de la dernière publication des éditions Gros ou Sakine. Mon journal préféré, c'est Le Blic. Ah bah alors, le matin, j'en parle même pas. Oui, vous êtes quand même ici dans une maison qui rend hommage aux livres à travers les siècles, et où quand même il y a des gens qui croient encore aux livres. Preuve en est que pour notre exposition Alexandrie la Divine, on a sorti un livre accompagnant, c'est pas un catalogue, 2 volumes, 8 kilos, en format avec des photos, donc on y croit encore, et il se vend, il se vend quand même à vous cher. Pour vous parler plus fort, parce que les gens derrière ne vont pas vous entendre. What percentage of your business plan involves actually the finding of new authors upon your subject matter in Geneva? Quel est le pourcentage de nouveaux auteurs qu'on a dans nos publications? Within your business plan, how much of your business plan is composed of new work? C'est 80% de notre production aujourd'hui. Aujourd'hui, les réimpressions, c'est réduit à peau de chagrin, et quand je dis 80%, je vais plus en dire 90%, c'est de l'édition, la réimpression. Le marché de la réimpression aujourd'hui, c'est pas qu'il est pas mort, comme je vous l'ai dit, avec la révolution numérique, on peut aujourd'hui faire du livre à la carte. Et il y a des gens qui demandent du livre à la carte, mais il faut savoir aujourd'hui que tout ce que mon père a réimprimé, vous allez sur Google Book, vous tapez ce qu'il faut taper, et vous trouvez l'intégralité scannée en ligne. Alors, c'est pas la même chose qu'un livre papier. Ça, il faut être très clair. Mais donc, je dirais que le marché du reprint, comme mon père l'a connu à la fin des années 60, début des années 70, c'est terminé. Et aujourd'hui, on est vraiment sur du livre à la carte pour les gens qui ont envie d'avoir le livre parce qu'ils vont travailler dessus, ils doivent annoter, ils doivent... voilà. Mais donc, on est aujourd'hui sur une production, 90%, c'est de la production nouvelle. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez du projet de Robert Darnton de mettre à la disposition du public gratuitement toute la bibliothèque du Congrès, c'est pas du Congrès, c'est d'Harvard? Écoutez, je veux dire, tant que vous avez des collectivités publiques qui sont prêtes à financer ce genre de projet, moi je trouve que c'est très bien. Mais pour que ce soit gratuit, à part l'État, je ne vois pas qui peut financer ce genre de choses, ou un mécène. Parce que je crois que ça, il faut aussi le dire, en Suisse, on a la chance d'avoir encore des grands mécènes. Ils permettent de faire beaucoup de choses dans le milieu du livre.
mais la gratuité est un leurre, rien n'est gratuit. Et mettre tout à disposition sur Internet, si c'est payé par l'État, c'est tant mieux pour tout le monde, mais c'est aux frais du contribuable, et ça, après, c'est à savoir si le contribuable est prêt à investir des millions pour ce genre de choses. Alors, je me suis laissé dire qu'il avait réuni un tour de table de sponsors potentiels, et qu'en 3 quarts d'heure, il avait réuni 4 millions de $. Mais je ne sais pas ce qui est arrivé après. Si vous êtes au courant, des sponsors privés. Non, mais alors, le mécénat aux États-Unis est aussi extrêmement fort. Moi, j'ai fait ma première expérience dans l'édition à New York, dans une maison qui était entièrement subventionnée par des mécènes. C'était une maison de gauche, paraît-il, parce qu'ils publiaient de la littérature étrangère. Ils défendaient des minorités. Donc aux États-Unis, si vous faites ça, c'est une maison de gauche. C'était la maison fondée par Schifrin, qui est le fils du fondateur de la Pléiade, qui était un grand monsieur d'édition, qui a publié un très joli petit bouquin qui s'appelle L'édition sans éditeur, où il voit une évolution du monde de l'édition assez inquiétante. Mais écoutez, s'il y a des mécènes pour ce genre de choses, c'est très bien, mais c'est pour ce qui est dans le domaine public, parce que pour ce qui n'est pas dans le domaine public, il y a la propriété intellectuelle, il y a de nombreuses questions, les gens se rendent peu compte du travail qu'il y a derrière un livre. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on va en librairie, on voit un beau livre, La Terre vue du ciel, 39 francs suisses, alors bon, on voit qu'il est 25 €, on dit ouais, il est déjà trop cher, il me fait arnaquer, donc je vais l'acheter en France. Mais à côté de cela, vous voyez un beau livre que nous avons édité sur le Valais, qui est vendu 79 francs et qui est un petit peu plus petit, et le lecteur dit, mais Slatkin, il se moque de nous. Mais bon, il faut savoir que La Terre vue du ciel s'est tirée à 100 000 exemplaires, donc il y a des économies d'échelle monstrueuses, puis que nous, on tire à 3 000 exemplaires, donc qui est le plus cher? Est-ce qu'on peut faire des comparaisons de prix comme ça? Non, on ne peut pas les faire. On est vraiment dans un marché où... Et puis il y a le travail de l'écrivain, et aujourd'hui, tous ceux qui écrivent en Suisse romande ou presque, ils le font parce qu'ils ont envie d'écrire, mais personne ne gagne sa vie de l'écriture. Vous avez l'exception Joël Dicker aujourd'hui, vous avez eu Jacques Chesser, il y a eu Ramu, mais je veux dire, on peut les compter avec 2 mains. À mon avis, on a suffisamment de doigts pour compter ceux qui vivent de l'écriture, ont vécu de l'écriture en Suisse romande. Juste pour apporter un complément à la question que vous posez, ce que beaucoup de jeunes gens se demandent, c'est combien de temps encore la gratuité va exister sur le type de produit que vous décrivez. Parce qu'énormément de gens, et à mon avis, pas forcément à tort, pensent que la meilleure manière d'attirer le public, c'est d'être gratuit, et un jour, ça ne l'est plus. Et le jour où ce sera plus gratuit, là, tout va changer. Mais est-ce une probabilité? Je ne sais pas. Beaucoup de gens en parlent. Question, la traduction, comment on traduit des livres, est-ce que c'est possible d'éditer un livre anglophone? Nous avons fait des traductions. Moi, la première traduction que j'ai faite, j'avais été à la foire du livre de Francfort et j'avais trouvé un ouvrage, on était dans la période sur les fonds en déshérence, où la Suisse était fortement attaquée. J'avais trouvé un ouvrage à Portland, sur la côte ouest, d'un auteur américain qui défendait la Suisse. Je m'étais dit, tiens, parce que vu de Suisse, on s'en prenait plein la figure de la part des Américains. Donc je me suis dit, je vais me renseigner, je vais chercher, je veux le traduire. Alors j'ai trouvé, et je l'ai fait traduire, et là j'ai eu l'aide de la Confédération suisse pour la traduction, puisque c'est le responsable de la Bibliothèque nationale, non, de la Bibliothèque militaire suisse, qui nous a offert la traduction. Mais vu la taille de notre marché, si on n'est pas aidé pour la traduction, voire complètement payé pour la traduction, il est impossible pour nous de publier le livre, parce que la traduction coûte plus cher que l'édition du livre. Donc on est face à un problème économique. Alors il y a des plans d'aide à la traduction, ça c'est au niveau de la Confédération, mais sans aide à la traduction, on est dans l'impossibilité, vu la taille de notre marché, de pouvoir faire de la traduction. Allez-y. Oui, ensuite, puisqu'on est avec des spécialistes, je vais profiter. Est-ce que vous pensez que le monde anglophone nous écrase? Tout vient de là-bas, c'est en Amérique, c'est en Angleterre, que les livres, tout ça, les livres à succès, ça vient de l'Amérique. J'ai l'impression qu'on est un peu à la traîne, peut-être. Écoutez, on se dirige peut-être vers une forme de monoculture, mais maintenant, alors, la France a plein de défauts, mais elle a peut-être quand même un point sur lequel elle est vigilante, c'est l'exception culturelle. Il y a une vraie volonté au niveau français de défendre la culture française,
Et je dirais que c'est le dernier garant que non, on n'est pas en train de se faire manger par les Américains. Aujourd'hui, les de grands succès ne sont pas des succès américains. Millennium, ça vient de l'Europe du Nord. Donc on est dans un marché global où en effet aujourd'hui les auteurs se vendent dans le monde entier. Joël Dicker il est actuellement en train de faire une tournée aux États-Unis. Tout est plus global, mais j'ai pas le sentiment qu'on est en train de se faire manger par la culture anglo-saxonne, mais on va peut-être, ça c'est l'évolution de la société, vers une forme de monoculture, mais c'est pas les Américains qui nous imposent la leur, c'est que nous on a envie de ressembler peut-être à la leur, mais j'ai pas le sentiment d'un impérialisme culturel anglo-saxon sur l'espace francophone. Enfin, on parle beaucoup de la pensée unique aussi. Écoutez, je crois que la culture, la culture, c'est la liberté d'expression et nous, on a pour mission, c'est comme ça que je vois mon métier, de défendre cette liberté d'expression et de garantir la diversité de l'œuvre. Ce qui sera dramatique, c'est le jour où un auteur ne peut plus être publié parce qu'il n'a plus d'éditeur et qu'il n'a plus de débouché pour faire connaître son œuvre. Ce jour-là, à mon avis, la culture sera en danger. Alors après, quel est le rôle des collectivités publiques au niveau de la culture? Vaste débat, mais je ne pense pas qu'il faut le mener ici. Et puis tout la magouille commerciale. Un livre est édité, on ne sait pas ce qui se cache derrière. Il y a déjà un peu les prix concours. On ne va pas parler des prix concours, les prix, c'est pas le prix qu'on donne, on dit qu'il y a Galère, il y a Gallimard qui a un peu essayé d'influencer. Enfin, vous y croyez à ces magouilles un peu? C'est pas qu'on y croit, c'est une réalité absolue. C'est donc pas forcément le meilleur, c'est pas le meilleur écrivain qui va gagner. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce sont des influences, du lobbying, etc. Le Seuil, qui a édité de très bons livres, n'a jamais eu pratiquement le prix Goncourt. Non, il y avait 2 ou 3, donc Gallimard et Grasset, qui étaient véritablement les garants de ce type de livre. Bien. Vous l'avez très bien mis, pardon, vous l'avez très bien mis en évidence avec, je vais dire vraiment, l'armée pensée de publicité pour Joël Dicker. C'est un modèle de promotion. Tout à fait. Moi, je n'aime pas donc je dis quelque chose. Mais vous savez qui est derrière de Fallois? Oui, voilà, mais je veux dire, il peut être Fallois, mais je veux dire, il y en a d'autres, mais je veux dire, c'est comment ça a été pensé. Donc je veux dire, c'est vraiment à l'image de comment fonctionne notre société. On arrive à vendre des culettes oranges, des tomates carrées, de n'importe quoi avec la publicité. Ce qui fait qu'on nous abrutit dans nos pensées uniques. Je veux dire, il y a quand même un phénomène de société qui rentre dans ce type d'appât. C'est une nouvelle forme de filet, une nouvelle forme de pêche. Absolument, mais ce sont quand même des phénomènes exceptionnels, oui. Parce que vous avez beaucoup de livres qui réunissent la qualité d'un Joël Dicker et la manière de les commercialiser et qui ne réussissent pas. Et ça, c'est le phénomène proprement dit de l'édition, c'est d'ailleurs ce qui en fait tout le charme, si jamais ça vous arrive, c'est que vous prenez le Papillon chez Robert Laffont, ça a été tout à fait extraordinaire. Vous prenez chez Grasset son premier volume, c'est le volume canadien, comment ça s'appelle, pas canadien, Marie Chapdelaine. Oui. Grasset, qui vous savez était suisse, c'était un génie de la publicité, et Grasset a réussi à mettre Marie Chapdelaine, qui est un bon livre, mais qui n'a rien d'exceptionnel. De même que Millennium, qui a été un succès fabuleux, beaucoup de gens, dont moi, ont beaucoup de peine à lire, c'est ennuyeux, mais pour beaucoup de gens, c'est extraordinaire. Or, aujourd'hui, on forge l'opinion des gens. Tout à fait. Bien, je vous invite à poursuivre cette conversation à côté. Je remercie encore Michel-Édouard et Yvan Slapny. Je vois que le problème de Joël Dicker vous intéresse, on s'efforcera de le faire venir l'année prochaine.